Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour parler d'une thématique toujours très intéressante qui touche à la sécurité des activités en montagne. Alors moi je suis Ludovic Richard, donc je suis formateur à l'École nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix. Je suis donc un agent de l'État, donc le SNOSM c'est en gros un service public qui est chargé de la centralisation des données des accidents des sports de montagne. Je vous expliquerai un petit peu juste après comment on récolte la donnée. Donc moi je suis formateur au département ski à l'ENSA. Je suis évidemment moniteur de ski, accompagnateur en montagne et moniteur de VTT également. Donc gros pratiquant évidemment de sport de montagne et depuis 4 ans donc je gère ce service. Alors le SNOSM, c'est un dispositif qui date pas d'hier, il a déjà quelques années, il a été créé en 97, avec comme objectif vraiment d'avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe au niveau des accidents en montagne. Avec comme deuxième objectif évidemment d'agrémenter et de conduire des campagnes de prévention. Les campagnes de prévention nationales en France, elles sont diligentées par le ministère des Sports, donc auquel on appartient à l'ENSA, et le SNOSM est une émanation du ministère des Sports. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser de la donnée sur les accidents pour mieux agrémenter et mieux faire passer les messages de prévention et les cibler pour qu'ils soient conformes à la réalité de ce qui se passe. Donc en gros, pour vous présenter un petit peu le service, donc nous on est un tout petit service, on est 2 personnes, il y a moi et ma collègue qui est chargée justement du recueil des données, Valérie Druge. On est donc, notre bureau est à l'ENSA à Chamonix, et on travaille avec les différentes entités de secours en montagne. Donc c'est pour ça que vous avez les 2 photos, d'un côté Dragon avec la gendarmerie, et de l'autre côté vous avez les services des pistes des stations. Donc on a 2 champs d'observation, ce qu'on appelle le domaine montagne, donc le domaine non aménagé, toutes les activités sportives de montagne classiques, l'alpinisme, le VTT, le parapente, la randonnée pédestre, la randonnée raquette, le ski de randonnée, voilà, toutes les activités que vous pratiquez au sein du club. Et de l'autre côté, on a ce qui se passe sur les domaines skiables. Et là, on récupère directement de la donnée via les services des pistes des stations de ski. Donc en fait, on a une grosse base de données informatique et on est nourri par les différentes entités de secours en montagne qui nous envoient à des échéances différentes, mais qui nous envoient de la donnée. Nous, on agrège tout ça. On vérifie les erreurs, on supprime les doublons parce qu'on a une organisation du secours en montagne aujourd'hui qui est un peu complexe. Et de par la diversité de ces acteurs, la récolte des données n'est pas forcément simple. Donc il faut vraiment contrôler tout ce qu'on nous envoie, il faut agréger, il faut bien vérifier pour qu'on ait de la donnée qui soit fiable. Voilà donc en gros le service. Notre service donc, il dépend à la fois du ministère des Sports, j'en ai pas parlé, mais aussi du ministère de l'Intérieur. Donc il est financé par ces 2 ministères ainsi que par l'ENSM. Alors est-ce que certains d'entre vous connaissent l'ENSM ? Non, personne. L'ENSM, en fait, c'est l'entité qui chapeaute les 2 écoles nationales que sont l'ENSA à Chamonix et le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne à Prémanon. L'idée, c'était d'avoir une filière montagne, une structure montagne bien identifiée auprès des partenaires. Donc l'idée ce soir, c'est surtout pas de vous noyer de graphiques, de données, voilà, parce que je sais que en faisant comme ça, je vais vous perdre assez vite. Là, c'est simplement pour vous montrer qu'on produit 2 rapports chaque année. Un rapport annuel sur le domaine montagne, sur la gauche, et un rapport annuel sur les domaines skiables. Sur la droite, ces rapports ils sont consultables sur notre site internet, ainsi que plein d'autres données. Notre site internet qui est tout simplement www.snosm.fr. Et là, vous pouvez retrouver plein de graphiques, activité par activité, avec évidemment des données sur les circonstances des accidents, mais aussi des données sociodémographiques sur les personnes victimes de ces accidents. Voilà, donc ces 2 rapports, vous les retrouvez sur notre site internet, qui est public, qui est ouvert à tous. Les données sont publiques, elles sont évidemment anonymisées. Les services de secours nous envoient l'ensemble des données, sauf évidemment les noms des personnes. Et donc vous pouvez avoir accès à ça sur notre site internet. La finalité, c'est ça, c'est les campagnes nationales de prévention. Donc le ministère des Sports met chaque année des budgets assez conséquents sur les campagnes nationales. Et donc pour tout ce qui touche aux activités de montagne, le ministère va se reposer sur notre service, sur le SNOSM, pour évidemment trouver les bons experts, définir des messages de prévention, définir aussi des supports,
Donc on peut retrouver des affiches de ce type-là. On peut retrouver, ces dernières années, on a réalisé des reportages Consomag. Je ne sais pas si vous connaissez ce format. Ce sont des reportages qui sont diffusés sur les chaînes de France Télévisions, donc qui ont vraiment une grande écoute. Un Consomag, c'est en gros 2 millions de téléspectateurs à chaque fois. Et donc là, on a pu utiliser ce vecteur-là via le ministère des Sports pour faire passer des grands messages, des messages au grand public, des messages de prévention vraiment basiques sur les bases de l'organisation d'une sortie en montagne. On a beaucoup communiqué évidemment sur les avalanches, en sollicitant l'ANENA, qui est un partenaire évidemment avec qui on travaille énormément. Donc voilà, et puis on a communiqué sur les réseaux sociaux. Le ministère des Sports a évidemment un réseau très, très important et a pu diffuser très largement ces messages de prévention. Le ministère des Sports aussi communique énormément sur la prévention des noyades. Voilà, ça c'est la finalité vraiment de notre service. À quoi ça sert? C'est à ça. Alors évidemment, notre service, il est à disposition des acteurs de la montagne d'une manière générale. Donc on travaille beaucoup avec les fédérations, dont vous faites partie évidemment, avec les syndicats professionnels, avec les organismes de formation évidemment sur Chamonix avec l'ENSA, pour la formation et le recyclage des guides de haute montagne, des moniteurs de ski et des accompagnateurs en montagne. Donc ils se servent aussi des données d'accidentologie pour organiser le recyclage des professionnels. Encore une fois, pour que les messages et que les formations reposent vraiment sur des éléments concrets et utiles. Et on peut répondre à des demandes particulières, des demandes de journalistes par exemple évidemment, dans des situations très accidentogènes comme on a eu cet hiver. J'y reviendrai rapidement sur les avalanches. On peut être consulté évidemment par la presse pour amener des éléments de contexte sur l'évolution de l'accidentologie en montagne. Et parfois, il faut remettre un petit peu les choses dans son contexte parce qu'on s'emballe, les journalistes s'emballent assez rapidement. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc ce service, il est un peu à destination de tout le monde. Et puis après, si vous avez des demandes plus particulières, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Nos mails et nos téléphones sont sur le site internet. Donc si ponctuellement vous voulez vous intéresser à une activité particulière et avoir des données un petit peu plus précises sur le profil des personnes secourues, on peut très bien le faire et sur demande. Voilà en gros la présentation du service. On va rentrer un petit peu dans le détail de certaines données qu'on peut recueillir. Alors voilà, on a sur ce graphique le nombre d'interventions et le nombre de personnes secourues. Donc là on parle bien du domaine montagne sur l'année, sur les 10 dernières années, pardon. On voit clairement que depuis le Covid, il y a un rebond. Et sur les 3 dernières années, on est sur une augmentation assez franche et assez nette du nombre de secours et du nombre de personnes secourues en montagne. C'est la première année, cette année, qu'on passe la barre des 10 000 personnes secourues. Donc là, on parle bien des données du PGHM, des CRS et des sapeurs-pompiers de montagne, des GMSP. Donc quand on agrège tout ça, on arrive à plus de 10 000 personnes secourues en montagne. Le Covid a vraiment été un changement dans le sens où, juste après le Covid, il y a eu vraiment un attrait pour les activités outdoor, pour la déconnexion, le contact avec la nature, les sports de nature d'une manière générale. Donc une augmentation de la fréquentation en montagne, en été comme en hiver, c'est exactement la même chose. Et en général, la courbe de l'accidentologie, elle suit la courbe de la fréquentation. C'est automatique. Donc voilà, ça s'explique un tout petit peu. Et si vous regardez les années d'avant, c'était une accidentologie plutôt stable, avec un creux en 2020 pour le Covid évidemment. Mais en tout cas, voilà, les services de secours sont fortement mobilisés, de plus en plus. Et ce qui a conduit, l'an dernier, vous en avez entendu parler, à un contrôle de la Cour des comptes pour essayer de comprendre et d'optimiser un petit peu le système de secours en montagne en France. Donc nous, on a été évidemment audités dans le cadre de ce contrôle. Et voilà, donc une fréquentation en augmentation, donc une augmentation évidemment du nombre de blessés, de personnes secourues, quasiment automatique. Si on en revient sur les activités, le nombre d'interventions par activité, c'est la randonnée pédestre qui mobilise le plus les services de secours en montagne, très largement. C'est plutôt logique, on estime à environ 9 millions de pratiquants de randonnée pédestre en montagne sur l'année 2025. Donc, quand on fait le rapport avec le nombre de pratiquants, voilà, c'est pas si accidentogène et si grave que ça, mais c'est quand même étonnant pour une activité qui paraît
a priori anodine quand on marche sur des chemins, et vous allez voir qu'on peut aussi perdre la vie en pratiquant cette activité. Petite caractéristique dans les données qu'on récolte, dans les autres activités sportives, on compte le ski alpin, puisque les services de secours en montagne peuvent aussi être sollicités sur des accidents en station de ski. 1648 interventions sur l'hiver, donc pas cet hiver, mais l'hiver 2024-2025. Et puis après, on a l'alpinisme, le ski de randonnée, le VTT, le parapente, avec depuis quelques années deux activités qui sont en augmentation. C'est justement le VTT et le parapente. Pour l'alpinisme, le ski de randonnée et la rando pédestre, c'est relativement stable d'une année à l'autre. C'est un petit peu aussi lié aux conditions de pratique. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas d'explosion d'intervention sur ces activités-là. Mais par contre, il y a une grosse interrogation sur le VTT et le parapente qui génère un certain nombre d'accidents plutôt graves pour les services de secours. Voilà, et on s'amuse donc sur le bilan 2023, on a défini le profil type de la personne secourue en France. Donc encore une fois, c'est très variable d'une activité à l'autre. Si on prend l'alpinisme, on n'aura pas tout à fait le même profil que le parapente, évidemment. Mais voilà, on peut s'amuser à ce genre d'analyse pour essayer de détacher un profil type de la personne secourue. Donc ça veut dire qu'on récolte des données à la fois je vous le disais, sur les circonstances des accidents, l'activité concernée, où a eu lieu l'accident, la commune, l'altitude, le point GPS, mais on a aussi des données sur les victimes, l'âge, le sexe, la nationalité, la commune de résidence. Voilà, et donc on peut, en fonction des besoins, aller chercher des informations dans telle ou telle activité pour avoir une connaissance un peu plus fine et un peu plus précise du profil des personnes secourues. Alors on s'intéresse aussi à l'encadrement des personnes qui sont secourues. Donc ça c'est sur l'année 2025, c'est sur la base des données du PGHM. Vous voyez en gros que si on pratique de manière encadrée, on a quand même beaucoup moins de chances de se blesser que si on pratique seul. Donc vous avez bien raison de vous faire encadrer dans ce cadre-là, dans le cadre de la FEDE. 91% des personnes secourues évoluent seules en fait. Voilà. L'encadrement professionnel, guide de haute montagne, moniteur de canyon, moniteur de ski, moniteur de canyon, accompagnateur en montagne, c'est seulement 6,5% des interventions. Là on parle vraiment, non pas les moniteurs de ski, pardon, on parle vraiment que de l'activité montagne. Et puis 2,5% pour l'encadrement associatif. Voilà. Donc c'est également le genre d'information qu'on peut nous demander, notamment pour les syndicats professionnels des différents sports de montagne qui s'intéressent au taux d'accident de leurs membres. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir ce type d'analyse aussi. Alors, je suis désolé, j'hésitais à mettre cette diapo-là, mais on peut perdre la vie en montagne. Bon, ça, on en est tous conscients. 58% des décès en montagne sont dus à des chutes ou des vissages. Ce qu'on remarque, les décédés non traumatiques, par exemple en randonnée pédestre, sont en légère augmentation ces dernières années. On a, je vous en parlerai juste après, un profil de pratiquants qui a un petit peu évolué. On a des conditions de pratique avec des vagues de chaleur l'été notamment, qui peuvent aussi avoir un impact sur la santé des personnes qui marchent en montagne. Et donc on a une évolution du nombre de décédés non traumatiques, donc ce sont des arrêts cardiaques, des malaises, voilà, ce type de problème-là, qui est en légère augmentation. Donc c'est le genre de choses qu'on suit. On suit l'évolution pour voir si c'est ponctuel ou s'il y a une tendance lourde qui apparaît. Donc encore une fois, c'est la randonnée pédestre qui conduit le plus à des décès, et notamment la randonnée pédestre hors sentier. Voilà, quand on pratique sur les sentiers, on a quand même beaucoup plus de chances beaucoup moins de chances d'avoir un accident, et un accident mortel encore plus. Dès qu'on sort des sentiers, on s'expose tout de suite à de la glissade, à de la chute, et donc avec des conséquences parfois dramatiques. Quelques tendances par rapport à cette première partie. Qu'est-ce qu'on observe par rapport à cette accidentologie? Donc là, c'est en gros, nous, l'observation qu'on fait sur le terrain, mais aussi les remontées qu'on peut avoir des différents services de secours. C'est évidemment de nouveaux profils de pratiquants. Depuis le Covid, évidemment, voilà, on a un profil de pratiquants beaucoup plus large, beaucoup plus vaste et beaucoup plus varié. Donc ça, c'est vraiment une tendance lourde avec des gens qui sont souvent peu expérimentés ou qui n'ont pas une connaissance de la montagne très grande. Et ça peut conduire à des accidents ou à une mobilisation du service de secours pour aller chercher des gens qui se sont perdus ou qui ont mal estimé la durée
de la sortie ou qui se sont fait prendre par la nuit ou par le mauvais temps. Donc voilà, cette inexpérience et cette méconnaissance de la montagne, du fait de ces nouveaux profils, impactent directement l'activité des secouristes. Très clairement. Les effets du changement climatique, oui, l'enneigement par exemple, la limite de l'enneigement remonte chaque année. En plein hiver, à 1000 mètres, on n'a plus beaucoup de neige. Et on remarque que du fait de cette limite plus neige et le niveau d'enneigement qui remonte, on a en plein hiver des gens qui pratiquent des activités estivales, comme la randonnée pédestre, le trail ou le VTT. Donc ça aussi, c'est une tendance qui apparaît. Alors c'est minime, c'est pas des gros volumes d'accidents, mais les services de secours peuvent aller chercher des promeneurs à pied sur des chemins à 1500 mètres d'altitude. Il n'y a plus de neige côté sud, mais côté nord, voilà. Donc les gens se font un peu surprendre. Et donc ça, c'est un des effets du changement climatique. Voilà. La fonte du permafrost et les chutes de pierre, on ne remarque pas encore de grosses tendances là-dessus. Et les alpinistes, en fait, adaptent leurs pratiques pour éviter évidemment les heures les plus chaudes et éviter les moments où les pierres tombent. Donc voilà, ça peut exister, mais quand on regarde le facteur chute de pierre dans les accidents, on voit pas de grosse augmentation ces dernières années. L'influence des réseaux sociaux. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'images, beaucoup de vidéos qui sont véhiculées sur les réseaux et qui donnent l'impression d'une montagne facile et accessible. Et quand on met en lien le premier critère avec le troisième, ça fait un combo un peu explosif, ça peut poser des problèmes. Voilà, on voit des images, il y a l'effet mimétisme évidemment. Hein. On a envie de faire la photo au bord du lac, de montagne, on n'est pas équipé pour passer la nuit. Donc là, clairement, nous aussi, on s'interroge énormément sur ce point-là, enfin tout le monde s'interroge. Hein. Dans les campagnes de prévention, on va sans doute faire appel à des influenceurs pour faire passer des messages à leur communauté. Ça se fait déjà d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on surveille, la force et l'impact des images, des vidéos, sur l'engagement et la prise de risque de certains. Clairement, il y a une relation, notamment dans la vallée de Chamonix, qui est très, très touchée. L'apparition de nouvelles pratiques, ça aussi c'est quelque chose qu'on surveille, notamment, alors le trail c'est pas une nouvelle pratique, hein, c'est pas non plus quelque chose de récent, mais voilà, énormément de trailers sur les chemins de montagne toute l'année. Donc ça évidemment ça a un impact, notamment au printemps quand il reste un peu de neige et dénévé avec des gens qui se retrouvent en basket sur des neiges dures, le résultat peut être un petit peu catastrophique. On a dans les activités de vol libre aussi de nouvelles activités comme le speed riding, le paralpinisme, une nouvelle discipline qui combine l'alpinisme et le parapente. Le marché-vol aussi, ça consiste à faire de la randonnée pédestre à la montée et à redescendre en parapente. Ça se développe énormément. Le problème, c'est qu'on a là des randonneurs qui pensent que le parapente c'est facile et qui vont pouvoir redescendre facilement en parapente et se faire un peu moins mal aux genoux et au dos. Le problème, c'est que le parapente, c'est soumis à l'aérologie et les effets du changement climatique sur l'aérologie et les accidents de parapente est clairement vrai ces dernières années. Hein. Voilà, le paralpinisme, vous avez vu, il y a des athlètes qui postent pas mal de vidéos, Benjamin Védrine ou d'autres qui développent cette pratique, mais voler à haute altitude et décoller du sommet d'une montagne, c'est pas anodin et c'est pas forcément simple. Encore une fois, ça c'est des pratiques très confidentielles, hein. Il n'y a pas des volumes de pratiquants très importants et un nombre d'accidents qui est relativement limité, mais en tout cas, voilà, c'est des tendances qu'on observe. Et donc là, on est vraiment en lien avec les secouristes en montagne pour comprendre et pour voir si ça continue à se développer, voir là, un peu les comportements des gens en montagne. Pour justement faire passer des messages de prévention. Deux petits graphes pour attirer votre attention sur deux, trois petits éléments. Dans les données qu'on recueille, on a des éléments sur les circonstances des accidents. Notre système, il a deux limites principales. C'est que, vous avez compris que dans le regard qu'on a sur l'accidentologie, c'est une vision de l'accidentologie. C'est-à-dire qu'on ne traite que les situations où les personnes ont fait appel au service de secours. Donc tous les gens qui se blessent légèrement, qui se font une entorse à la cheville, qui rentrent par eux-mêmes, par leurs propres moyens, qui vont voir le médecin le soir chez eux, ou qui s'auto-médiquent, qui se soignent par eux-mêmes, tout ça, ils échappent en fait à nos statistiques. Et c'est une part importante, on a du mal à l'estimer, mais c'est une part importante des accidents.
ce qu'on appelle le chiffre noir, donc le chiffre qu'on ne voit pas. Comme sur les pistes de ski, c'est exactement la même chose. Il y a énormément de personnes qui ne font pas appel aux pisteurs secouristes et qui vont par leurs propres moyens au centre médical de la station. Les cabinets médicaux de station de montagne, c'est x3 par rapport à nos données à nous. Donc on peut estimer que sur les activités de montagne, c'est un peu la même chose. Deuxième petit problème dans notre système, c'est que concernant les causes des accidents précises, on a assez peu d'éléments en fait. Nous, on est vraiment dans le quantitatif, les grands volumes d'accidents, de secours en fonction des activités, ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Mais si on veut creuser un petit peu sur du qualitatif et s'intéresser à pourquoi la glissade ou la chute, comment la personne elle a glissé ou elle a chuté, là on n'en sait pas beaucoup plus, quoi. D'où l'importance des retours d'expérience, dont on parlera juste après. Ma question c'était pourquoi 2 en avalanche alors qu'on parle de 30 morts par an? Là on est sur la pratique de l'alpinisme. Sur l'année 2025, il y a eu 2 personnes qui pratiquaient l'alpinisme qui ont été victimes d'avalanches. Voilà. Mais c'est une bonne question. Cette diapo, elle a pour objectif de mettre en évidence la notion de bloqué technique. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment augmenté ces dernières années. En 2019, j'ai regardé la comparaison, 2019, on était à 13% de bloqué technique dans les circonstances des accidents. En 2024 et en 2025, on était à 18,5%. Donc plus de 5 points d'augmentation sur cette notion-là. En fait, les secouristes vont de plus en plus chercher des gens qui ne sont pas blessés, mais qui ne peuvent plus progresser. Soit parce que physiquement, ils ont un problème de matériel, ils ont un problème technique, ils se sont perdus, ils se sont fait prendre par la nuit, pour plein de causes différentes. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui augmente et qui a vraiment augmenté ces dernières années, et ça nous a clairement été remonté par des secouristes. Donc cette notion de bloqué technique, donc ça veut dire que c'est des gens qui étaient sans doute mal préparés, mal équipés, mal préparés physiquement, techniquement, et qui se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent plus progresser, quoi. Alors là aussi, sur le niveau de pratique, on en parlait encore tout à l'heure, sur le niveau des personnes secourues, on a peu d'éléments et on n'a pas d'éléments. Ce serait super intéressant, évidemment, de le faire, mais c'est très compliqué d'avoir accès à ce type de données, quoi. Voilà, donc la notion de bloqué technique, de loin, mais vraiment de loin, si on prend l'ensemble des activités, c'est la glissade ou la chute qui est la cause principale des accidents en montagne. Sauf pour l'alpinisme, évidemment, c'est à tempérer en fonction des activités. Le deuxième élément, donc là ça concerne le ski de randonnée. Là c'est notre picto qui représente un randonneur à ski. On sort d'une année assez agitée au niveau avalanche. Bon, il se trouve que finalement, c'est pas une année si catastrophique que ça. Évidemment, 35 décès, c'est trop, évidemment. Je vais pas cautionner les décès en avalanche, évidemment, mais c'est toujours trop. Mais voilà, on a été énormément sollicité par les médias. On est dans une année exceptionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, non. Il y a eu 40 décès en avalanche en Italie, à peu près pareil en Autriche, à peu près pareil que chez nous. Et si on prend la courbe des dernières années, on est un peu plus haut cette année, mais c'est pas non plus catastrophique. Ce graphique, il veut simplement vous montrer que, en ce qui concerne le ski de randonnée, l'avalanche, vous voyez, c'est que 50 cas où les secours ont été appelés. De loin, la circonstance principale des accidents en ski de randonnée, c'est la glissade ou la chute. Alors qu'on est sur un hiver là où on a eu, si vous regardez le site d'avalanche, plus de 900 événements avalancheux. C'est énorme, c'est 2 fois plus que l'année dernière. Et malgré tout, c'est de loin la glissade ou la chute qui est la circonstance principale des accidents en ski de randonnée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut faire attention à choisir des randonnées qui sont adaptées à son niveau technique. Il faut faire attention à l'entretien de son matériel. Ça, c'est des choses dont on ne parle pas suffisamment, mais qui sont vraiment, vraiment, vraiment très importantes. Il faut faire attention à son état physique, et notamment à la fatigue. Parce que tout ça, c'est des éléments qui peuvent amener à une glissade ou une chute en ski de randonnée. Donc voilà, c'est pour tempérer un petit peu ces débats enflammés sur les avalanches. Parce que l'avalanche n'est pas la cause principale des accidents en ski de rando et en ski hors piste. Ces données-là, c'est vraiment l'estimation du secouriste quand il est sur place et qu'il effectue le secours. Les secouristes, c'est aussi des enquêteurs. Enfin, ils peuvent être amenés à mener des enquêtes suite à des accidents. Donc ils ont ce regard sur la compréhension et l'analyse de l'accident. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? Et donc c'est eux qui
qui remplissent ce champ-là pour amener de la connaissance sur les circonstances et les causes possibles des accidents. Voilà, mais il faudrait aller un peu plus loin pour creuser et pour avoir vraiment la cause précise de l'accident. Pour terminer, des réflexions personnelles, mais pas que, c'est lié aux différentes personnes que je peux rencontrer, au débat qu'on peut avoir avec les différents partenaires et à l'analyse que je fais, moi, de ce qui se passe en ce moment en montagne. Le premier élément, c'est que l'accident est souvent le résultat d'une accumulation de petites erreurs, de petits détails anodins dont on ne prend même pas conscience, mais qui, mis bout à bout, conduisent à une situation d'accident. Je pars un petit peu plus tard que l'horaire prévu. Oh tiens, il y a une personne en plus qui s'est greffée sur mon groupe. Il y a quelqu'un qui n'a pas dormi la veille et qui, à la moitié de la rando, est fatigué, ne peut plus avancer. Voilà, des petites choses comme ça qui vont s'accumuler, qui font qu'à un moment, on se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi. Donc l'idée, c'est d'être vraiment conscient à chaque étape de la sortie, aussi bien au niveau de la préparation que sur le terrain, de tous ces petits détails qui peuvent à un certain moment avoir des conséquences problématiques. Pas forcément dramatiques, hein, on se rassure, hein, mais voilà, ça peut des fois poser problème. Dans la plupart des accidents, des signes de danger sont détectés. Quand on lit les rapports sur la base CERAC, retour d'expérience sur le site Camp to Camp, souvent, ça ressort. Ah oui, je le sentais pas. Je le sentais pas. Ou j'ai senti qu'il y avait un truc, mais j'ai poursuivi. Donc il y avait une intuition. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais on a quand même persévéré pour atteindre le sommet, ou pour d'autres raisons. On n'en sait trop rien, mais en tout cas, en général, quand on ne sent pas, faut pas y aller, quoi. C'est ce qu'il faut retenir. Donc écouter son instinct, écouter son intuition, parfois, c'est peut-être pas mal. La chute est de loin la cause principale des accidents en montagne. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le rappelle, voilà, quelle que soit l'activité, mais c'est encore plus marquant dans certaines activités, comme le ski de randonnée, on l'a vu tout à l'heure. Une question intéressante qu'on se pose en ce moment dans la formation des guides de haute montagne, on est vraiment sur l'analyse des facteurs humains et sur les éléments qui peuvent nous amener à prendre une mauvaise décision. Donc le leader est-il dans de bonnes dispositions pour prendre les bonnes décisions? Donc moi, en tant que leader, je dois me poser la question le matin avant de partir. Tiens, comment ça va ce matin? Comment je me sens? Ouais, est-ce que ça va? Est-ce que je suis prêt à partir avec mon groupe, à faire ce qu'on a prévu? Ouais, ou pas? Alors, est-ce que, je sais pas, je me suis engueulé avec ma copine la veille, j'ai pas du tout dormi, j'ai un problème personnel particulier, donc là, c'est des petits signaux orange qui vont vous dire, ouais, attention, tout ça, ça peut avoir une incidence, et peut-être que dans la sortie que j'avais prévue, je vais m'y prendre un peu autrement, ou je vais revoir un peu à la baisse, ou je vais m'organiser pour que ça n'interagisse pas sur mes prises de décision. Ou au contraire, parce que tout va bien, voilà, je me sens super bien, en forme, j'ai un groupe top que je connais bien le terrain sur lequel on va évoluer, voilà, je suis dans un bon état d'esprit. Donc là, c'est vraiment une question importante et c'est une question que le leader doit se poser à tout moment. Hein. Bon, cette phrase-là, vous la connaissez peut-être, expert, l'avalanche ignore que tu es un expert. Donc là, ça veut tout simplement dire qu'on peut avoir la meilleure expertise possible, la meilleure formation possible, les connaissances les plus pointues. Il y a des phénomènes qu'on a du mal à expliquer et qui nous amènent à prendre des mauvaises décisions. Donc les facteurs humains, les pièges de l'inconscient, la gestion des émotions à un moment qui peut interférer, comme on a vu avant, et qui font que parfois les meilleurs se font prendre et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc c'est bien d'avoir de la connaissance, c'est bien d'avoir des diplômes, d'avoir des formations, mais c'est bien aussi d'avoir de l'humilité. Donc ça, on l'apprend dans les formations aux guides et aux moniteurs, on tient ce discours-là clairement. On ne le faisait pas il y a quelques années. La montagne est un univers complexe où règne l'incertitude. Et le but, c'est d'arriver justement à décider dans l'incertitude. Donc ça, c'est pas simple. Ça nécessite évidemment d'avoir une bonne préparation de course, d'imaginer des options différentes, variées, pour pouvoir justement, dans ce milieu incertain, prendre des décisions adaptées à ce qui se passe vraiment sur le terrain. Donc trop planifier, trop préparer de manière trop précise et trop fermée à l'avance, c'est peut-être pas toujours la bonne option. On se laisser toujours des marges de manœuvre pour pouvoir gérer justement cette incertitude.
une neige un peu plus dure que ce qu'on avait imaginé. Ça arrive assez souvent et donc il faut gérer, quoi. Voilà, ça fera un petit peu la transition avec la suite. Positionner le renoncement comme une option assumée et non pas comme un échec. Ça, très clairement, pareil, de la même manière, dans la formation des professionnels aujourd'hui, c'est vraiment le message qu'on délivre. C'est-à-dire que c'est pas la course à la performance, c'est pas la course au sommet à tout prix, à l'exploit. On n'en est plus là. Hein. On en est maintenant à se dire que l'important, c'est quand même de redescendre dans la vallée en bonne santé et de pouvoir voir sa petite famille le soir. Voilà. Donc ça, c'est quand même l'essentiel. Et donc, le renoncement, c'est une option qu'on assume. Non, là, on ne va pas aller au sommet parce qu'il y a tel et tel élément qui font qu'on va prendre une autre option. Et ça, dans la préparation des courses et dans la prise de décision sur le terrain, ça doit être clairement assumé par le leader. Sinon, encore une fois, on est un peu dans la culture de l'exploit, de la performance, ce qu'on veut absolument éviter aujourd'hui, quoi, pour éviter l'accident. Hein. Voilà en gros les quelques messages que je voulais vous faire passer. Alors si vous avez besoin ou si certaines choses vous intéressent, vous aimeriez creuser plus ou moins tel ou tel domaine, telle ou telle activité, avoir des connaissances un peu plus précises en termes d'accidentologie, vous n'hésitez pas à venir nous voir, à nous solliciter, parce qu'on est là pour ça, on est sollicité régulièrement pour répondre à ce type de demande. Donc voilà, je ne suis pas rentré plus dans le détail sur les chiffres et sur l'analyse, mais on peut très bien le faire. Et n'hésitez pas à nous contacter ou à venir vers nous si besoin. Hein. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Eh ben non justement, c'est un peu le problème. Côté domaine skiable, ça on arrive à le faire. On établit un ratio entre le nombre on appelle ça les journées skieurs, nombre de forfaits vendus pour chaque station. Donc on arrive à comptabiliser l'ensemble des journées skieurs de l'ensemble des domaines skiables. On a le nombre de blessés sur les pistes, on fait un ratio. On y arrive très bien. Sur les activités de montagne, on n'a pas de chiffre précis sur la fréquentation et la pratique. On a des estimations, je vous donnais un chiffre tout à l'heure sur la randonnée pédestre, mais c'est une estimation en fonction de différents éléments, pris dans différentes sources. On a la fréquentation des refuges. Si on prend par exemple l'itinéraire du Mont Blanc, on a le nombre de personnes qui passent par le refuge du Goûter et qui réalisent le Mont Blanc. Voilà, donc on pourrait sur certains petits points comme ça arriver à faire des ratios, mais globalement sur les activités de montagne on ne peut pas. Mais ce serait intéressant. Encore une fois, la randonnée pédestre, oui, voilà, c'est énormément de secours, mais en rapport au nombre de pratiquants, je pense que c'est pas si accidentogène que ça. Hein. Tout à fait vrai, et donc ça, ce constat, tout le monde l'a fait, et dans l'établissement de formation ENSA, évidemment, on l'a fait. C'est ce qui a amené, justement, ce changement de doctrine dans la formation des guides. Le retour d'expérience aujourd'hui dans la formation des guides, c'est un atelier pratique qui est réalisé à l'ASPI 1, à l'ASPI 3 et à l'ASPI 4. Donc on amène les guides à prendre la parole et à partager avec ses pairs sur les situations de presque accident ou d'accident. Donc donc on espère que la courbe va s'inverser, parce que c'est vrai qu'on avait une image justement du guide qui cherche l'exploit, la performance, qui va pousser un petit peu les limites. C'est vrai, hein, et donc on essaie d'inverser un petit peu cette tendance-là. En termes de comparaison, je rebondis un petit peu par rapport à la comparaison internationale. Chaque année, on participe à un congrès international qui s'appelle ICAR, Commission internationale du secours alpin, avec l'ensemble des services de secours en montagne et d'autres partenaires. Et on peut discuter un petit peu avec les collègues étrangers. En fait, on s'est rendu compte qu'on était le seul service à faire ce type d'analyse de l'accidentologie globale sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Ailleurs, vous avez des équivalences, en Autriche ou en Italie, il y a des institutions qui font des stats sur les avalanches, par exemple, sur les accidents sur les pistes de ski, mais faire remonter les données au niveau national sur l'ensemble des activités, en fait, on est les seuls à le faire.
Donc on a peu d'éléments de comparaison en fait avec l'étranger. Alors si sur les pistes de ski on sait grosso modo ce qui se passe en France par rapport à l'étranger, mais en montagne c'est un peu plus compliqué. Je vous disais tout à l'heure sur les avalanches cet hiver, l'Italie c'est 40 décès, nous c'est 35, l'Autriche 34 ou 33, la Suisse moitié moins, 15. Voilà, donc on n'est pas non plus si mauvais élèves que ça. C'est une bonne question. Alors, par rapport au volume de pratiquants, ce serait intéressant de regarder cet élément. Franchement, j'ai pas la réponse là maintenant. Je pensais que c'était le contraire. Ouais, mais j'ai pas la réponse maintenant. Est-ce que dans les volumes de pratique entre les guides et les fédérations, c'est une bonne question. Alors oui, j'ai pas précisé. C'est ça. C'est toutes les activités en gros qui vous concernent. C'est pas ski de piste. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment les activités alpinistes, randonnée, raquettes, VTT, non, j'ai pas mis parapente. Mais c'est une bonne question. Et il faudrait encore une fois faire le ratio entre le nombre de journées encadrées, de sorties encadrées, et le nombre d'accidents. Et ça, je sais pas. La pression économique, la pression du client, sans doute, peut-être. Alors, encore une fois, je pense que ça a vraiment évolué ces dernières années dans la formation des guides, dans le sens où ce que vous mettez en évidence là, ça ne devrait pas interférer dans la prise de décision. En tout cas, encore une fois, dans la formation des guides, c'est les messages qui sont délivrés. Maintenant, là on est sur de l'humain, un peu sur de l'économique aussi. Et je sais pas, mais c'est une très bonne remarque. Je pense que dans certains cas, ça doit sûrement agir, ouais, c'est sûr. Quant à la difficulté de la course, je sais pas. Théoriquement, le guide serait amené à réaliser des courses plus engagées, mais encore que, ça dépend du client. Ils sont amenés à enquêter en cas d'accident grave, ou d'accidents impliquant des professionnels ou une activité encadrée comme vous. Après, quand je dis ils enquêtent, non, ils essayent, dans un accident tout simple, une entorse à la cheville sur un chemin de randonnée, non, ils vont juste regarder. Ce qui s'est passé, c'est simplement une chute sur un chemin de randonnée. Ils ne vont pas creuser plus. Maintenant, votre question, elle est intéressante. Oui, il faut qu'on aille plus loin dans la connaissance des accidents et dans ces différents éléments qui, mis bout à bout, les petites erreurs, là, les fameuses petites erreurs, il faut qu'on arrive à les identifier clairement. Pour ça, évidemment, le retour d'expérience et la parole, c'est quasiment le seul élément qui peut creuser suffisamment loin pour comprendre ce qui s'est passé. Le leader qui soit capable d'expliquer comment il s'y est pris pour encadrer cette sortie, quelles décisions il a prises à tel moment, pourquoi il les a prises, ce qu'on appelle le retour d'expérience, c'est essentiel. Maintenant, avec les services de secours, c'est un peu compliqué en fait. C'est un peu compliqué parce que quand ils font une enquête, évidemment, ils vont creuser à fond dans cette direction-là, mais sinon, ils font juste le secours. Donc on est tout de suite confronté à cette difficulté-là, quoi. Les sapeurs-pompiers font du secours en montagne, mais eux, ils font que du secours. Ils ne sont pas du tout officiers de police. Donc, ils n'ont pas du tout ce regard de compréhension de l'accident. Donc, c'est un peu compliqué. L'intérêt il est fondamental parce que aujourd'hui c'est la base de données la plus riche et la plus complète. Il y en a d'autres, le syndicat national des guides de montagne ont une base de données aussi en interne qui ne fonctionne pas. Les guides n'arrivent pas à prendre la parole sur ces problématiques-là, n'arrivent pas à partager leurs accidents. Donc c'est vrai que c'est très important. Après, évidemment, un retour d'expérience écrit avec des questions, ça oriente forcément un petit peu l'analyse et il y a des gens qui vont aller loin dans la description de ce qui s'est passé, donc d'autres vont être beaucoup plus flous, vont pas rentrer trop dans les détails, donc il y a un peu de tout en fait, il y a à boire et à manger je dirais,
Mais consulter la base Serac, ça contribue quand même à mieux encadrer, à mieux comprendre un petit peu les circonstances de certains accidents et de ce qui s'est passé. Et certains rapports d'accidents sont vraiment hyper intéressants et il faudrait les diffuser et les lire. C'est libre d'accès d'ailleurs. Hein, donc c'est un outil évidemment essentiel. Oui, alpinisme, escalade, via ferrata. Voilà, ça augmente énormément. Sur les causes, c'est lié un petit peu avec un élément dont on a parlé tout à l'heure, c'est le profil des pratiquants. Bloqué technique, c'est pas forcément des gens qui sont dans des grandes voies d'escalade engagés sur toute la journée. Hein. Ça peut être simplement en randonnée pédestre, des gens qui vont se perdre à 50 mètres d'un chemin. Hein. Et le réflexe qu'ils vont avoir, c'est d'appeler les secours. Donc c'est lié à la méconnaissance, à l'impréparation. Souvent, il n'y a pas que ça, il y a aussi des gens qui sont bloqués dans les grandes voies et qui ont un problème vraiment technique où là on va les chercher, il n'y a aucun souci. Mais voilà, il n'y a pas de profil type en fait de bloqué technique, mais on voit quand même ces dernières années des profils un petit peu différents de gens inexpérimentés. Ça remonte très, très clairement. Les secours, la première chose qu'ils font quand ils ont un appel de ce type-là, la personne qui est perdue de nuit à 50 mètres d'un chemin, c'est de repérer sur la carte GPS leur positionnement et de les orienter par téléphone pour qu'ils retrouvent le chemin. Hein. C'est la première chose qu'ils vont faire. Hein. Voilà. Et en général, ça marche assez bien. Les gens, ils rentrent chez eux par leurs propres moyens. Mais voilà, c'est quand même une cause d'intervention assez régulièrement, ça. Hein. Après, il y a les gens qui sont engagés, qui sont vraiment bloqués techniques, dans les grandes jorasses ou sur des voies très engagées, où là, il n'y a pas de choix, quoi. Hein, voilà. Le débriefing, c'est ça, c'est pas simplement boire une bière à la terrasse d'un café. Hein. Trop souvent, on a tous fait un peu comme ça. Hein. Alors, moi, je suis aussi formateur, hein, donc je forme aussi les moniteurs de ski en ski hors piste et en ski de randonnée. Et donc, le débriefing, c'est une étape cruciale. Cruciale, que la sortie se soit bien passée ou moins bien passée, eh ben, on revient sur les différents éléments. Et là, il y a des choses que vous pouvez découvrir sur, l'état d'esprit des personnes. Ben là, tiens, j'ai pas osé te dire, mais tout à l'heure, je flippais sur ce passage-là, j'avais très peur, j'ai pas osé t'en parler, voilà, donc c'est un moment où on rentre pas trop dans les détails, mais on revient déjà sur l'état d'esprit des participants, comment eux, ils ont vécu la sortie, les choix à tel et tel moment, est-ce qu'ils ont été bien faits, justifiés, donc ça permet de revenir vraiment sur les éléments qui ont pu assurer la sécurité du groupe et de la sortie. Donc oui, on passe sûrement pas suffisamment de temps au débriefing, mais c'est un des éléments fondamentaux. Et encore une fois, on peut parfois faire des sorties en ski de randonnée par risque 3, allez, même risque 4, je vais me tenter, parce que ça nous arrive des fois aussi, avec un groupe qu'on sent pas trop, et puis finalement on fait une super journée, sans danger, sans problème, tout s'est bien passé. Et bien peut-être à un moment se poser en fin de journée et se dire, tiens, ce matin on faisait quand même pas les fiers en partant, hein, mais qu'est-ce qu'on a fait pour que ça se passe bien? On est resté sur des pentes à moins de 30 degrés, on s'est espacé vraiment, on a pris des grands espacements, même à la montée, en ski de rando, voilà, on a revu un peu notre objectif pour faire une sortie un peu moins engagée, moins longue. Donc voilà, on revient un petit peu sur tous ces éléments-là et on met en évidence ce qui a bien marché. Et puis en cas d'accident ou de problème, ça permet aussi de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et tiens, voilà, l'échappatoire qu'on avait imaginé, pourquoi on l'a pas pris, pourquoi on a persévéré à vouloir faire le sommet qu'on voulait absolument faire. Donc débriefing essentiel. Il nous reste à te remercier. Merci à vous. Merci encore. Karim, je vous passe la parole.
Merci, bonsoir à tous. Alors, je voulais quand même commencer en redisant que je ne suis pas responsable de la cellule sécurité. Voilà, la grande cheville ouvrière en ce moment de notre cellule sécurité, c'est Jacob Carbonel. Il n'est pas là ce soir, mais c'est vraiment lui la cheville ouvrière. Ce que je vais vous présenter est beaucoup issu de choses qu'il a présentées et travaillées lui-même. Et puis je voulais aussi commencer en saluant Jean-Christophe Ségaud, donc beaucoup ici le connaissent. C'est lui qui a beaucoup œuvré pour que cette question de sécurité des rétex, disons depuis 3-4 ans, prenne une place plus importante dans le travail de réflexion de notre club. Pour commencer, je ne sais pas comment vous avez vu ou vécu la dernière diapositive de Ludovic, mais alors c'est marrant parce que moi j'ai eu un sentiment un petit peu mitigé, enfin mitigé dans le sens dual. À la fois, y a certaines phrases qui sont des évidences, et moi qui pratique des débriefings d'accidents ou de presque accidents, derrière chaque phrase, je pouvais mettre un exemple d'accident qu'on avait débriefé. Voilà. Donc à la fois il y a des évidences et en même temps c'est la cause de beaucoup d'accidents, d'incidents, de presque accidents. Voilà. D'abord, Ludovic l'a dit tout à l'heure, l'accidentologie, la sécurité, c'est vraiment quelque chose de multifactoriel. On a rarement un accident pour une raison unique. C'est l'accumulation de plein de petites causes, ce qu'on appelle souvent l'arbre des causes, qui fait que des fois d'ailleurs il n'y a pas d'accident, et puis un jour il y aura un accident plus ou moins grave. Voilà. Évoluer en sécurité, c'est aussi multifactoriel. Qu'on soit pratiquant ou encadrant, il y a un peu toutes les dimensions que j'ai voulu présenter. On est initialement formé, donc on a de la formation initiale, nous les encadrants on passe des brevets, et puis on a de la formation continue, des soirées comme ce soir, ça participe de notre formation continue, on a des recyclages, etc. Et puis, élément essentiel dans les activités de montagne, bien sûr, c'est l'expérience qu'on acquiert. Plus on acquiert l'expérience, normalement, plus on évolue en sécurité. Et puis, j'ai ajouté un point qui me paraît essentiel, qui est avoir une attitude réfléchie et structurée. Je vous expliquerai après pourquoi j'ai mis ça ici. Donc, on va parler de rétex. Donc, rétex, c'est retour d'expérience. Dans d'autres lieux ou à d'autres endroits, vous voyez aussi REX. Voilà, c'est pareil, c'est retour d'expérience. Moi, je préfère dire analyse de retour d'expérience, parce que l'important, c'est la démarche de réflexion. Le rétex, d'abord, c'est une démarche normale. Donc, c'est pas une démarche qui peut-être pour vous est très connue, mais c'est une démarche normale. En tout cas, dans toutes les activités à risque. Dans l'aviation, c'est quelque chose qui est à risque. Voilà, on essaye d'éviter les accidents d'avion, et il y a une démarche systématique de rétex. Donc la démarche de rétex est une démarche normale. Ne pas faire de rétex, c'est plutôt ça qui n'est pas normal. Voilà. Ensuite, Ludovic l'a dit tout à l'heure, le rétex c'est de nous permettre d'aller dans le qualitatif. Notre objectif au niveau du club, c'est pas du tout de faire une analyse statistique comme au niveau national. Nous, de toute manière, les événements, forcément, on est un club, donc c'est un petit nombre d'événements, donc on n'a aucune prétention statistique. Voilà. Quand on a 2-3 cas, non, il n'y a pas de statistique. Par contre, on peut aller dans le qualitatif, essayer de décortiquer cet arbre des causes, et du coup, c'est l'élément d'après. L'objectif, c'est surtout pas pour nous de dire tel encadrant, là, il s'est pas bien comporté, ou tel encadrant, là, il a été exceptionnel. C'est pas ça, parce qu'on est tous sujets à certains moments au fait de faire des mauvais choix, mais on veut en tirer des enseignements. Et éventuellement des recommandations de pratique, ça a été dit tout à l'heure. Donc c'est vraiment un objectif qualitatif pour améliorer nos pratiques. Et on en a parlé tout à l'heure aussi, cette démarche de rétex, donc nous, c'est une démarche qu'on a mis en place au niveau de notre club, donc c'est une démarche collective, puisqu'on veut aller vers des préconisations, mais c'est totalement complémentaire d'une démarche que moi je qualifie d'un peu plus individuelle, d'analyse de sa pratique, et on en a parlé, c'est le débriefing. Alors moi, j'aime bien appeler ça briefing-débriefing, parce que briefing, c'est je prépare ma sortie, je me fixe un certain nombre d'objectifs, des moments de décision, des plans B, etc. Et quoi qu'il soit passé, que ça soit très bien passé ou moins bien passé, à la fin, il faut quand même que je me pose la question, tous ces éléments d'analyse, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai respecté ce que je m'étais dit? Est-ce que je ne l'ai pas respecté? Pourquoi? Et donc ça, c'est le moment du débriefing. Voilà. Donc qui est vraiment essentiel. Et qui est essentiel pour tout pratiquant de montagne,
pour s'améliorer. Et donc pour nous, encadrants de club, je dis nous, encadrants de club parce que c'est ma pratique à moi, encore plus fondamentale. Et donc le briefing, débriefing à titre individuel, en tant que pratiquant, encadrant, ça va de pair avec une démarche collective de rétex et donc d'analyse de ces retours d'expérience. Voilà. Donc cette diapo, elle vous présente un petit peu comment on a essayé de structurer notre travail d'analyse des accidents et des presque-accidents. Je vais peut-être commencer par là d'ailleurs avant. Très important, on n'analyse pas que des accidents. Parce que on peut très bien avoir quelque chose où à la fin, il n'y a aucune conséquence corporelle, etc. et qui pourtant nécessite vraiment d'être analysé. Je peux donner quelques exemples. Je suis parti en montagne faire une course de ski de randonnée assez débonnaire, et puis je me suis retrouvé finalement à aller faire un objectif très ambitieux. Il se trouve que le risque était 4, et que 2 heures après qu'on soit passé à la descente, toute la pente elle part. On était au refuge, ça s'est bien passé, c'est une situation qui arrive au club, sauf que là il y a vraiment besoin de débriefer. Un autre exemple, on est en escalade, il y a une personne qui fait, donc en site naturel, donc en falaise, quelqu'un grimpe en tête, et puis il fait la manip de haute voix, et au moment où la personne en bas va pour tirer la corde, en fait elle se rend compte que la personne n'était ni vachée, ni avait fait sa manip de haute voix, donc si elle avait tiré la corde, la personne partait dans le vide. Comme elle s'en est rendue compte, elle n'a pas tiré la corde, l'autre a pu se vacher, il ne s'est rien passé, donc pas de conséquences, mais on débriefe. Voilà. Donc notre objectif c'est vraiment ça, on veut débriefer toutes les situations qui nous permettent d'améliorer nos pratiques. Il y a des situations d'accident, on veut les débriefer parce qu'il y a forcément eu un certain nombre de problèmes, mais on débriefe aussi beaucoup de ce qu'on appelle presque accident ou incident, on peut lui donner ce nom-là aussi. Voilà. Donc, si vous allez sur le site du club, peut-être que vous verrez une procédure un petit peu plus complexe. Notre idée dans le processus, c'est que il faut qu'on soit informé, je vous présenterai ça après. Donc on part de la situation d'accident ou du presque accident une fois qu'on a eu l'information. L'idée après, c'est d'aller échanger avec les encadrants et les participants de la sortie. Alors quand je dis « et », c'est pas forcément en même temps. Voilà. Et d'ailleurs, c'est au début jamais en même temps. Donc c'est d'abord les encadrants et puis après aussi les participants à part. Donc on prend un certain nombre d'éléments et là on décide de ce qu'on fait. Parce qu'il y a un certain nombre de situations où en fait il y a eu un petit accident, on a échangé avec les encadrants, on a échangé avec les pratiquants. Bon ok, il y a une personne, elle a fait une petite chute en escalade, elle est tombée de 3 mètres, elle s'est foulée la cheville. Bon, tout a été bien géré, on ne va pas plus loin. Il n'y a pas lieu de faire un rétex. Voilà. Mais voilà, on décide à ce moment-là d'où on va. Si on décide de faire un rétex, à ce moment-là, on organise une réunion, une rencontre un peu plus formelle avec les encadrants. On échange, donc on fait dérouler toutes les circonstances de la sortie, de l'accident, de la gestion des secours, etc. Puisqu'on a eu aussi l'occasion de discuter de ça. Et on va jusqu'à la rédaction d'un compte-rendu. Sur les circonstances, on essaye d'être le plus factuel possible. Notre objectif, c'est d'arriver, en tout cas, en termes de récit des circonstances, à ce que le récit des circonstances il soit partagé par tout le monde. Sur l'analyse, c'est souvent un petit peu plus compliqué. Et l'idée, c'est de diffuser à la commission concernée. Et la commission donc concernée, son rôle, c'est effectivement de voir si les éléments d'analyse qu'il y a dans le rétex, elle les partage, et éventuellement d'aller vers des préconisations ou des rappels d'un certain nombre de règles de sécurité, éventuellement. Voilà. Donc le rétex n'est pas systématique. Je pense qu'on doit être entre 1 sur 2 et 1 sur 3 d'accidents qui nous sont signalés importants, qui conduisent à un rétex. Et il y a quelques rétex sur le site, vous le verrez après. Alors, comment est structurée notre démarche sécurité rétex du club ? D'abord, c'est notre site internet. Donc quand vous êtes sur la page d'accueil du site, pour nous, l'onglet qui est important, c'est ça. Voilà. Que faire en cas d'accident ? Donc je ne sais pas si tout le monde l'avait identifié, mais comme ça, ça permet de partager ça. Voilà ce qui pour nous est important. Ce qui pour nous est important, c'est il faut avertir le club. Donc on peut avertir les responsables de commission, on peut avertir les coprésidents, c'est facile d'ailleurs, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens, ça vous permet d'envoyer un message à ces personnes-là. Voilà. Deuxième chose importante, on insiste sur le fait que dès qu'il y a un accident, et voire même un presque accident, sur le moment vous avez l'impression que vous n'avez pas de blessure,
mais bon, vous êtes tombé sur le dos, ça va bien, mais vous n'avez pas de blessure. Dans tous les cas, on vous invite à faire une déclaration à l'assurance. Ils nous disent un truc, quoi qu'il se passe, nous ne vous embêterons jamais si vous déclarez un accident. Déclarez-nous les accidents, même si après on doit clore le dossier, mais déclarez un accident. Parce que l'inverse est beaucoup plus compliqué après. Si vous ne déclarez pas un accident et qu'après vous vous rendez compte qu'il y a des conséquences, eh ben ça devient très compliqué. Donc ça c'est vraiment un message que je veux faire passer ce soir. Si ce n'était pas le cas, il faut déclarer à l'accident, vous cliquez sur l'onglet, pas de problème. Et après, donc ce qui nous intéresse nous, c'est qu'il y a une information un petit peu plus précise en direction du club, qui est un formulaire de déclaration des accidents. Ça, c'est quelque chose à faire aussi, si vous le souhaitez, mais on vous invite vraiment à le faire de manière systématique. Tac, on clique, et on est renvoyé vers ce formulaire, et on vous invite à répondre aux différents champs pour qu'on ait déjà un certain nombre d'éléments qualitatifs sur la situation. Donc je redis, accident, vous voyez, c'est important, c'est marqué en haut. Accident ou incident, mais donc ça veut dire presque accident. C'est pas parce qu'il n'y a pas de conséquences corporelles que il ne faut pas déclarer. Voilà. Et y compris tout à l'heure, on a parlé un petit peu. Il y a des personnes, ça nous est arrivé, qui dans une sortie se sont sentis à la fois, alors pas forcément en danger, mais en tout cas mal accompagnés pendant la sortie. Ça ne nous dérange pas qu'on nous le signale aussi. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre tout comme argent comptant, attention, hein. Mais n'hésitez pas, le but c'est comment l'information circule, et après on analyse. Voilà. Donc on vous demande un certain nombre d'éléments objectifs. Voilà. Au départ, on a proposé que les gens déclarent sur le site du club aussi bien des sorties club que des sorties qu'ils auraient fait en dehors du club. Oui, parce que d'abord notre assurance elle couvre ça aussi. Hein. Et parce que pourquoi pas, ça nous intéresse. Hein. Il se trouve qu'en fait, on a très très peu de personnes qui nous signalent des choses en dehors de la pratique club, mais c'est comme ça. Donc en général, ils cliquent toujours sur oui, l'activité pratiquée et un certain nombre d'éléments. Mais bien sûr, l'idée c'est de développer ces points-là. Quelle sortie il s'agissait, qu'est-ce qui s'est passé. Donc description de l'événement, on va pas mettre 3 mots, on va détailler un petit peu. Et éventuellement, on recueille des premiers éléments d'analyse. Si j'ai présenté jusqu'au bout, c'est parce qu'on a 2 points importants. On demande à toutes les personnes qui déclarent qu'est-ce qu'elles attendent du club. Voilà, parce que tout le monde n'attend pas forcément la même chose du club. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de points et puis qu'il y a autres. Voilà. Comment les personnes souhaitent être contactées? Est-ce qu'elles souhaitent participer à un débriefing? Donc quand je dis participer à un débriefing, vous avez compris que ce n'était pas forcément celui qu'on allait faire avec les encadrants, mais qu'éventuellement on les rencontre pour qu'elles puissent nous dire de vive voix comment elles ont vécu cette situation. Bien sûr, comment on peut les contacter, ça c'est factuel. Et très important, la gestion de la confidentialité. On peut très bien demander que les informations soient confidentielles. Donc c'est le premier item. Si vous demandez que les informations soient confidentielles, ça veut dire que ce formulaire, il va être lisible par la présidence du club et la cellule sécurité Retex, mais les éléments ne sortiront pas ailleurs. Voilà. Et ça, on s'y engage. Par contre, si vous cliquez sur le fait que les informations ne soient pas confidentielles, ça veut dire qu'on peut tout à fait publier un Retex après, etc., etc. Et dans tous les cas, si vous avez cliqué sur le premier point, on ne fera de Retex qu'en vous ayant contacté. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est que les Retex, c'est une démarche qui est assez lourde parce que ça prend du temps. Bon, bien sûr, on prend connaissance des formulaires, mais une fois qu'on a pris connaissance des formulaires, on va contacter les encadrants, on va contacter les personnes qui nous ont contactés, éventuellement on va organiser des réunions, on va organiser des rencontres, et tout ça, ça prend du temps. Et donc, plus on peut être nombreux pour faire ce travail-là, plus on pourra développer ce travail. Donc aujourd'hui, dans notre petit groupe Sécurité Retex, on est 6. Je vous invite les uns et les autres à nous rejoindre. Vous n'êtes pas obligé d'être un professionnel de la sécurité pour ça, mais dans les activités que vous connaissez, vous pouvez nous aider à faire vivre cette démarche de sécurité Retex. On a un certain nombre de Retex qui sont présentés en réunion de commission. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est relativement récent, c'est-à-dire qu'en fait, avant qu'on ait cette commission sécurité Retex, les commissions, elles faisaient un travail sur la sécurité, bien sûr. Voilà. Mais j'ai envie de dire, depuis qu'on a notre groupe sécurité Retex et qu'on rédige des Retex, il y a un certain nombre de commissions qui sont emparées de ça, et ça leur permet de structurer la réflexion pour réfléchir au cadre de leur pratique.
et à comment elles peuvent faire éventuellement évoluer leur cadre de pratique. La réalité quand même, c'est que c'est très variable d'une commission à une autre. Parce que là-dedans, il y a beaucoup un enjeu d'adhésion collective. Et donc, par exemple, notre section escalade, j'ai envie de dire, c'est peut-être notre fer de lance de la démarche sécurité RETEX. Il y a d'autres commissions qui sont un petit peu moins dynamiques dans le domaine. Mais j'ai envie de dire, votre participation à cette démarche peut nous aider aussi à enclencher un certain nombre de leviers. Et puis on a aussi des RETEX qui sont présents sur le site du club. Donc il faut aller dans formation sécurité. Donc dans formation sécurité, bien sûr, vous avez plein d'autres choses liées à la formation et à la sécurité. Mais vous trouvez ici, par exemple, le dernier RETEX qu'on a publié, ici. Vous avez quelque chose de très succinct. Et par contre, vous pouvez aller et avoir le compte-rendu détaillé. Et voilà à quoi ça ressemble un RETEX. Donc vous avez un certain nombre d'éléments factuels, vous avez les circonstances. Alors tiens, c'est intéressant, on a parlé tout à l'heure d'anonymisation. On va de plus en plus aller vers une anonymisation totale. Donc là, vous voyez, il est presque anonymisé, mais il y a le nom des encadrants. Il a été publié comme ça, mais peut-être qu'il sera publié la prochaine fois sans le nom, enfin c'est même plutôt sûr, je pense, il sera publié sans le nom des encadrants. C'est pas ça qui est important, c'est vraiment sans importance. Voilà. Le reste, vous verrez, est bien anonymisé. Vous pouvez pas savoir qui dit quoi et qui analyse quoi. Vous avez les participants. Les participants sont totalement anonymisés. Vous avez les récits assez détaillés. Vous avez même la gestion des secours et vous avez des éléments d'analyse et des recommandations. Voilà vraiment qu'est-ce que c'est concrètement qu'un RETEX. Ça demande du temps, mais à la fin on a quelque chose d'assez structuré avec des recommandations de pratique. C'est intéressant. Alors, je terminerai avec 2 diapos. Comme on a des recensements, on peut faire une analyse un peu, en tout cas exhaustive. Donc on peut faire des petits tableaux. Et voilà par exemple ce que ça peut donner pour les accidents du club. Donc ça c'était 2024-2025 comme saison. Ce qu'il faut regarder, c'est pas du tout faire des comparaisons statistiques. Vous voyez que le nombre d'événements, il est relativement faible. Donc c'est sûr que si on baisse de 3, on a divisé par 2. Donc on ne peut pas en tirer de tendance. Mais ça permet d'avoir une idée un petit peu de l'accidentologie au club, en sachant qu'on est 2300 adhérents, qu'on a, je sais pas, dans les 200-250 sorties par an, qu'on est entre 10 et 15 000 journées d'activité par an. Voilà. Donc c'est des chiffres qui sont relativement faibles, avec quand même quelques accidents graves. Les accidents graves, c'est des accidents qui chez nous sont pas du tout récurrents. Quand il y en a un, forcément, ça nous marque. Si je reviens au début, les enjeux pour nous, aujourd'hui, la démarche sécurité RETEX, c'est une démarche qui est en train de se développer auprès de plein d'acteurs. Notre club est un peu, j'ai envie de dire, moteur, en tout cas, a fait beaucoup de choses là-dedans, mais c'est pas du tout quelque chose qui est unanime. Donc on souhaite vraiment que cette démarche de sécurité RETEX, elle puisse prendre de l'ampleur. Donc si on veut qu'elle prenne de l'ampleur, il y a 2 dimensions. Il y a une dimension pédagogique comme ce soir, c'est-à-dire qu'il faut qu'on discute de l'utilité de ces RETEX et de cette démarche d'analyse de nos accidents et presque accidents, et qu'on augmente le consensus sur l'utilité de cette démarche, et en particulier auprès de nos encadrants. Et puis, deuxième dimension, si on veut que ça fasse tache d'huile, c'est bien sûr que un certain nombre d'entre vous nous aident à développer cette démarche, et donc que vous rejoignez notre petit groupe sécurité RETEX. On a un certain nombre de questions qu'on se pose. Une des questions qu'on se pose, c'est comment on peut mieux utiliser les RETEX. Voilà. Ce qu'on souhaite, c'est que, en tout cas, les préconisations qui sont issues de ces RETEX, elles puissent être plus largement partagées dans notre club. On a des idées pour ça. Et une autre question qu'on avait, c'était la vie du RETEX n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est très très difficile, en tout cas on avait le sentiment que c'était très très difficile d'arriver à un consensus sur l'analyse des accidents. Et en fait, là il y a un enjeu. Et donc on est en réflexion sur comment on peut faire évoluer un tout petit peu notre démarche de réalisation du RETEX pour que justement ça soit quelque chose qui soit plus simple de mener jusqu'à son terme. Voilà, moi j'en ai terminé pour ce que je voulais vous présenter. Merci. Merci.
pour moi, ce attitude réfléchie et structurée, c'est briefing, débriefing. Alors bien sûr, les activités de montagne, leur degré d'accidentologie est différent d'une activité à une autre. Bon, ceci dit, ce que nous ont montré les statistiques, c'est que c'est pas parce que je fais de la randonnée que je ne suis pas sujet à des risques d'accident. Et donc la démarche réfléchie et structurée, donc j'insiste, pour moi, elle va avec briefing, débriefing. C'est-à-dire, si je veux limiter le risque, parce qu'on est bien dans une démarche de limitation du risque, on n'est pas dans une démarche d'exclusion du risque, on ne vend pas ça, on vend une démarche de limitation du risque. Si on veut limiter le risque, il faut qu'on analyse sa pratique, parce qu'on est tous sujets à un certain nombre d'erreurs de prise de décision, de biais de prise de décision. Si on discute autour d'une bière, je pourrais vous raconter toutes les situations où j'ai été victime de biais de prise de décision et où j'ai pris des mauvaises décisions. Par contre, c'est très important d'y réfléchir pour ne pas les recommettre. J'ai envie de dire, si on les recommet quelque part, là, on les fait presque volontairement. Donc voilà, c'est ça que j'insiste. Dès que je fais une sortie en montagne, je dois réfléchir à est-ce qu'elle s'est bien passée? Si elle s'est bien passée, pourquoi? Que je sois sûr qu'elle s'est bien passée, parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, ça c'est des petites anecdotes, mais vous discutez avec un encadrant, il vous dit « Ah, la sortie super, on a eu beau temps, on a fait le truc, machin, génial !» Et puis vous discutez avec un participant ou une participante qui va vous dire « Ah ouais, mais moi, là on a traversé la pente en dévers, on n'a pas mis les couteaux, j'étais terreur. » Donc effectivement, il s'est rien passé, mais j'étais terreur. Bon, ben voilà, ça s'est pas si bien passé que ça, quoi. Voilà, donc très 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 important. Attitude structurée et réfléchie, donc briefing, débriefing, systématique. Est-ce que j'ai besoin d'être expert pour participer à les cellules sécuritaires et tech? Je pense pas. Voilà. Par contre, c'est sûr que sur des préconisations techniques dans une activité, si je pratique pas l'activité, ça va être difficile. Mais on se rend compte qu'il y a aussi d'autres dimensions. Par exemple, aujourd'hui, on est sûr que dans quasiment tous les accidents, il y a des dimensions psychologiques. Voilà, ce qu'on appelle les biais de prise de décision, les facteurs humains. Et en fait, pour voir ces facteurs humains, on n'a pas besoin d'être expert d'une activité, hein. Voilà, c'est plutôt des compétences sociales, relationnelles, etc. Et ça, c'est d'autres compétences. Et des fois, on est très bon techniquement et moins bon sur ces enjeux-là, où on les perçoit moins. Donc, j'ai envie de dire non, pour moi, il n'y a pas de limitation de ce côté-là. Et après, sur le recensement, alors, depuis qu'on a mis en place le formulaire, on est mieux informé. Donc ça, c'est déjà très bien. Avant qu'il y ait le formulaire, franchement, on avait l'impression que la vie au club, c'est qu'il ne se passait jamais rien en termes d'accidentologie. Sauf les accidents graves, parce que quand il y a un décès, c'est difficile de nous cacher un décès. Mais en gros, à part ça, le club, il ne savait rien. J'exagère un tout petit peu, je suis un peu provocateur. Mais depuis qu'on a mis ça en place, j'ai envie de dire, on est beaucoup mieux informé des accidents. Mais on sait que ce n'est pas systématique. Et il nous arrive, en discutant avec un ou avec un autre, ah tu rencontres quelqu'un un joyeux jeudi au club, il dit ah je t'ai pas raconté, mais moi il y a 6 mois on a eu un truc bizarre dans ma sortie. Et puis il te raconte, et puis en fait c'était pas un truc bizarre, c'était un vrai presque accident, et puis en fait on le savait pas. Donc malheureusement, c'est ce qu'on disait, cette démarche elle n'est pas tout à fait partagée par tout le monde, donc on a vraiment besoin d'en parler de manière systématique et de dire je sais que ça peut être utile pour l'amélioration des pratiques de tout le monde, donc je le fais. Merci beaucoup.